Il y a des questions qui ne cherchent pas des réponses, elles cherchent à te contrôler. Elles n'arrivent pas avec des insultes ni des menaces, mais elles réussissent à te faire douter de toi-même et à te mettre sur la défensive. C'est de la manipulation déguisée en dialogue. Chaque fois que quelqu'un te lance un « Pourquoi es-tu si sensible ?» ou un « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» il n'essaie pas de te comprendre. Il teste ton terrain, cherchant à ouvrir une faille dans ta sécurité. La plupart ne le remarquent pas jusqu'à ce qu'il soit déjà pris au jeu. Tu commences par te justifier, à clarifier ce que tu n'aurais pas dû clarifier, et tu finis par perdre le contrôle de la conversation. C'est là que le manipulateur gagne, quand il réussit à te faire réagir. Cette vidéo n'est pas là pour t'apprendre à riposter avec sarcasme ou colère. Il s'agit de t'entraîner à rester ferme, à ne pas céder ton pouvoir, ni ta tranquillité. Un stoïcien comprend que le véritable contrôle n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de ne pas laisser l'autre t'entraîner sur son terrain. Dans les prochaines minutes, nous allons dévoiler 5 questions qui semblent inoffensives, mais qui ont été utilisées encore et encore pour te déstabiliser. Tu apprendras le mécanisme psychologique derrière chacune d'elles et comment les désarmer avec sérénité, en utilisant des principes stoïciens que n'importe qui peut appliquer dans sa vie quotidienne. Si tu veux arrêter d'être la marionnette des mots des autres, commence par reconnaître ces pièges. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. Parce que le pouvoir d'un manipulateur se termine le jour où tu refuses de danser au rythme de son jeu. 1. Pourquoi es-tu si sensible? Cette question, qui semble innocente, est l'une des armes préférées des manipulateurs. Elle n'arrive pas avec violence, elle arrive doucement, comme si c'était une simple observation. Mais c'est une flèche empoisonnée. Son but est que tu commences à remettre en question la validité de tes émotions et que tu te sentes faible de les avoir. C'est une attaque déguisée en préoccupation. Celui qui te la lance insinue que ta réaction est exagérée, que ta douleur n'est pas légitime, que ton inconfort n'a pas de sens. En d'autres termes, il veut t'invalider. Le sous-texte psychologique de cette question est clair. Il déplace le focus du problème réel vers toi. Si quelqu'un t'offense ou franchit une limite et que tu réponds fermement, il lâche immédiatement ce « Pourquoi es-tu si sensible ?» Avec ces mots, ils te disent que le problème n'est pas leur attitude, mais ton caractère. Ce qu'ils cherchent, c'est à te faire sentir coupable de réagir et à te faire t'auto-censurer. C'est un jeu de pouvoir. Le manipulateur se débarrasse de toute responsabilité et te force à te justifier. Un stoïcien ne donne jamais son jugement aux autres. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur elles. Cette question tente de changer ton jugement, de te faire voir ta propre réaction comme une erreur. La meilleure défense commence par ne pas tomber dans ce piège mental. La première chose à retenir est que ressentir des émotions n'est pas une faiblesse. Ce qui importe, ce n'est pas de ressentir, mais comment tu décides d'agir face à ce que tu ressens. Quand quelqu'un te dit « Pourquoi es-tu si sensible ?» Moi, ne lui donne pas le pouvoir de te définir. Respire et observe-le. Derrière cette phrase, il y a une tactique de diversion. Tu n'as pas besoin de lui expliquer pourquoi quelque chose t'a affecté, ni de justifier tes limites. Ton calme sera ta réponse la plus percutante. Une façon stoïcienne de neutraliser cette manipulation est de répondre par des phrases qui mettent fin au jeu, comme « je signale un fait »,« je n'exagère pas » ou « il ne s'agit pas de sensibilité, mais de respect ». Avec cela, tu ramènes le focus sur le comportement inapproprié de l'autre personne et non sur ta réaction. L'erreur la plus courante est de réagir avec colère ou de tomber dans des discussions interminables pour se défendre. C'est ainsi que le manipulateur gagne. Il réussit à te faire dépenser de l'énergie à essayer de prouver que ton émotion est valide. Ne tombe pas dans ce piège. Rappelle-toi que la maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à ne pas laisser quelqu'un d'autre décider du cours de ta réponse. Imagine que tu es face à une mer calme. Les paroles des autres sont des pierres jetées à l'eau. Certaines génèrent de petites ondes, d'autres provoquent de grandes vagues, mais aucune ne peut bouger le fond de la mer si celui-ci est solide.
Ta pensée doit être ainsi, solide et profonde, même si la surface est agitée. Chaque fois que quelqu'un utilise cette question pour essayer de te déstabiliser, répète-toi « Je peux ressentir ce que je ressens, mais je ne vais pas leur donner le contrôle de ma réaction ». Cette affirmation interne te maintiendra ancré. Souviens-toi, celui qui t'accuse d'être sensible n'est pas intéressé à te comprendre, il essaie de te faire taire. Son but est que tu te remettes en question et que tu recules. Ne lui accorde pas cette victoire. Reste ferme, réponds sans agressivité, avec clarté et respect, et laisse ta composture être la preuve qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Maîtriser ce premier type d'attaque est fondamental car il donne le ton à toutes les autres interactions. Si tu réussis à ne pas tomber dans ce piège, tu apprendras à défendre tes limites sans avoir honte de tes émotions. Et c'est là le véritable pouvoir d'un stoïcien. Rester inébranlable même lorsque l'attaque se déguise en simple question. 2. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? À première vue, cela semble être une question innocente, voire tendre. Mais dans la bouche d'un manipulateur, c'est un piège subtil et dangereux. Celui qui te la pose ne cherche pas à savoir si tu lui fais confiance. Il cherche à te faire t'engager aveuglément, à te faire sentir que douter de ses intentions est une trahison. C'est un jeu psychologique qui fait appel à ton besoin naturel de montrer de la loyauté et de maintenir la paix dans la relation, que ce soit d'amitié, de couple, de famille ou même au travail. Le véritable poison de cette question réside dans la pression implicite. Elle te place à un carrefour émotionnel. Si tu réponds oui, tu donnes carte blanche à cette personne pour qu'elle fasse ce qu'elle veut sans être remise en question. Si tu réponds non, tu deviens le méfiant, le paranoïaque ou le méchant de l'histoire. Dans les deux cas, celui qui pose la question gagne le contrôle. Ce type de phrases ne sont pas des ponts vers la confiance. Ce sont des chaînes qui cherchent à t'attacher. Un manipulateur sait que la confiance est une arme à double tranchant. Il utilisera ta réponse affirmative pour invalider toute réclamation ultérieure. Mais tu m'as dit que tu me faisais confiance. De cette façon, ils évitent non seulement de donner des explications, mais ils te font te sentir coupable de les remettre en question. Si tu cèdes à cette pression, tu commences à renoncer à ton propre jugement. Les stoïciens enseignaient que la véritable confiance n'est pas accordée par des mots, mais par des actions répétées dans le temps. Épictète insistait sur le fait que nous ne devons pas mettre entre les mains d'autres ce qui appartient à notre jugement. Faire confiance ne signifie pas fermer les yeux ni renoncer à la prudence. Cela signifie observer et décider sur la base des faits et non des promesses ou des phrases chargées de culpabilité. Quand quelqu'un te dit « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» ne te précipite pas pour répondre et ne te sens pas obligé de donner une réponse immédiate. Le silence, dans de nombreux cas, est ta première défense. Observe le contexte. Pourquoi te pose-t-il cette question maintenant? Ou que cherche-t-il à obtenir de toi avec cette réponse? Y a-t-il quelque chose qu'il essaie de te faire accepter sans te poser de questions? Le calme te donne de la clarté et la clarté te donne du pouvoir. La meilleure façon de neutraliser cette tactique est de ne pas tomber dans le cadre émotionnel qu'il t'impose. Tu peux répondre par des phrases qui renvoient la responsabilité à leurs actions, comme « la confiance se démontre, elle ne s'exige pas » ou « ma confiance dépend de la façon dont tu agis, pas de ce que tu me demandes ». Cela ne fait pas seulement arrêter le jeu, mais cela établit des limites claires et montre que tu ne te laisseras pas entraîner par la manipulation. La réaction commune est de se sentir pressé de répondre par un « oui » pour éviter les conflits. Mais cette réponse précipitée est la véritable erreur. Un stoïcien sait qu'il ne doit pas céder à l'impulsion de plaire au détriment de sa paix intérieure. L'autocontrôle est plus précieux que toute approbation momentanée. Pense à un gardien qui protège une porte. Il ne laisse pas passer n'importe qui dit avoir de bonnes intentions. Il observe, analyse et décide. C'est ainsi que tu dois être avec ta confiance. Ce n'est pas un cadeau qui est accordé par courtoisie. C'est un privilège que les autres doivent gagner. Souviens-toi que faire confiance ne signifie pas devenir naïf. Cela signifie choisir consciemment à qui tu donnes accès à ton espace émotionnel. Chaque fois que tu réponds à cette question avec sérénité et fermeté,
Tu démontres que ta confiance n'est pas à vendre et ne peut être achetée avec de belles paroles. Affronter cette question avec clarté te libère d'un des pièges les plus courants de la manipulation émotionnelle. 3. Tu m'accuses? Il y a des questions qui ne cherchent pas à éclaircir la vérité, mais à la détourner. Tu m'accuses? En est une. Elle est utilisée pour vous arrêter net, pour vous faire sentir que vous attaquez, alors qu'en réalité, vous ne faites que souligner quelque chose qui vous dérange ou vous suspectez. C'est une manœuvre psychologique brillante pour ceux qui cherchent à s'en sortir indemnes. Au lieu de répondre, ils réussissent à vous mettre sur la défensive. Le véritable pouvoir de cette question réside dans le revirement qu'elle provoque. Soudain, le problème cesse d'être le comportement que vous remettiez en question et devient votre audace à le souligner. C'est comme si quelqu'un vous bousculait volontairement et, lorsque vous vous plaignez, il se vexe en disant « Tu m'accuses ?» Il ne cherche pas la vérité, il cherche à vous désarmer émotionnellement. Le manipulateur utilise cette tactique pour invalider tout doute ou réclamation en leur donnant un air d'injustice. Son objectif est de brouiller votre perception, de vous faire croire que votre malaise est une attaque infondée. Une fois qu'ils réussissent à vous faire justifier, ils prennent le contrôle. Vous commencez à expliquer pourquoi vous avez pensé ce que vous avez pensé, à adoucir vos mots pour ne pas paraître accusateur, et à chaque phrase que vous donnez, vous perdez de l'autorité sur la conversation. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas nous laisser entraîner par des provocations déguisées. Épictète rappelait que ce ne sont pas les paroles des autres qui blessent, mais notre réaction à elles. Cette question « tu m'accuses » est un hameçon. La clé pour la neutraliser n'est pas de répondre précipitamment, mais de garder son calme et de ne pas permettre à l'autre de changer le centre de la discussion. Lorsque vous entendez cette phrase, arrêtez-vous. Ne vous précipitez pas pour vous justifier et ne tombez pas dans le piège de prouver que vous n'êtes pas offensant. La réponse la plus puissante que vous pouvez donner est de ramener la responsabilité au point d'origine avec calme et fermeté. Des phrases comme « je parle de ce qui s'est passé, pas d'accuser quelqu'un » ou « je souligne des faits, je n'invente pas des fautes » fonctionnent pour démonter la stratégie. L'erreur commune est de perdre son calme et de réagir avec colère, ce qui renforce la narrative du manipulateur que vous êtes injuste ou irrationnel. Souvenez-vous, lorsqu'ils posent cette question, ce n'est pas parce qu'ils cherchent à clarifier, c'est parce qu'ils essaient de vous faire perdre le contrôle. Et la meilleure façon de frustrer cette intention est de rester serein. Imaginez que vous êtes au milieu d'une partie d'échecs. Chaque fois que l'autre déplace une pièce dans le but de vous mettre sous pression, vous ne répondez pas par le premier impulsion. Vous réfléchissez, observez et agissez seulement ensuite. C'est ainsi que votre esprit doit être face à des provocations comme celle-ci. La sérénité est votre avantage stratégique. Un stoïcien ne se laisse pas entraîner par le théâtre émotionnel des autres. Garder le focus sur les faits vous rend immunisé contre ces tactiques. Si votre pointe est valide, vous n'avez pas à reculer. Seul celui qui a quelque chose à cacher cherche à transformer les questions en attaque personnelle. Pratiquez cette réponse ferme mais calme vous apprendra à ne pas céder du terrain lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler avec du victimisme. La prochaine fois que vous entendrez « tu m'accuses », ne jouez pas à leur jeu. Respirez, gardez le regard fixe et revenez au point central, les faits. Le véritable pouvoir n'est pas de crier plus fort ou d'avoir le dernier mot. Il est de ne pas laisser l'autre décider du cours de votre dialogue, ni de vous entraîner dans le rôle d'agresseur alors que vous ne demandiez que de la clarté. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise la conversation. Et c'est dans ce contrôle que réside la force d'un stoïcien. 4. Crois-tu que je te mentirais ? Il y a des questions qui semblent être un pont vers l'honnêteté, mais qui sont en réalité un piège pour te faire baisser la garde. Crois-tu que je te mentirais ? N'est pas un véritable intérêt pour connaître ta réponse. C'est une stratégie pour te forcer à nier toute suspicion et à te sentir coupable de douter. Au lieu d'éclaircir la situation, cette question l'obscurcit, car elle fait appel à ton sens de la loyauté et à ton besoin de ne pas paraître paranoïaque.
Le manipulateur sait que personne ne veut être vu comme méfiant. Alors, il pose cette question pour que tu te précipites à dire non, que bien sûr, tu ne crois pas qu'il ment. À ce moment-là, tu donnes un vote de confiance qui n'était peut-être pas justifié. C'est comme tendre un piège avec un sourire. Il ne cherche pas l'honnêteté, il cherche le silence. Le contexte psychologique est clair. Une fois que tu as répondu que tu ne crois pas qu'il te ment, tu perds le droit de questionner. Si plus tard il apparaît des preuves que les choses n'étaient pas comme il le disait, ils t'ont déjà désarmé avec ta propre réponse. Ils te rappelleront, mais tu as dit que tu me faisais confiance, que tu ne pensais pas que je mentais. Ainsi, ils transforment ta bonne volonté en une arme contre toi. La philosophie stoïcienne enseigne que la confiance ne doit pas être un réflexe émotionnel, mais un jugement rationnel basé sur les faits. Marc Aurèle écrivait que l'âme tranquille observe sans se laisser tromper par les apparences. Cela signifie que nous ne devons pas permettre que les paroles douces remplacent les preuves claires. Le stoïcien comprend que la prudence n'est pas de la méfiance. C'est du respect pour soi-même. Quand quelqu'un te dit « Crois-tu que je te mentirais ?» La première chose à faire est de ne pas réagir précipitamment. Garde le silence et analyse l'intention derrière la question. Demande-toi, pourquoi a-t-il besoin de s'assurer que je ne doute pas de lui? Et que gagnerait-il si je nie mes soupçons? Y a-t-il quelque chose qu'il essaie de cacher sous cette phrase? Cette pause te donnera du recul et t'évitera de tomber dans le piège de la culpabilité. La meilleure façon de neutraliser cette tactique est de ne pas entrer dans le cadre qu'ils t'imposent. Tu n'as pas à leur donner la réponse qu'ils attendent. Tu peux répondre avec sérénité et fermeté. Il ne s'agit pas de ce que je crois, il s'agit des faits, ou je préfère me baser sur ce que je peux vérifier, pas sur des suppositions. Cela détourne le pouvoir de la question et ramène l'accent sur les preuves. L'erreur commune est de répondre rapidement par peur d'offenser. Cette réaction est précisément ce que le manipulateur cherche, que tu choisisses l'harmonie immédiate plutôt que ta clarté. Mais un stoïcien sait que le véritable respect pour les autres commence par le respect de son propre jugement. Pense à un gardien qui ne laisse passer personne simplement parce qu'il parle poliment. Observe d'abord, décide ensuite. C'est ainsi que tu dois gérer la confiance. Non pas comme un cadeau qui est donné à celui qui le demande, mais comme une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'il y a des raisons claires de le faire. Souviens-toi que tu n'as pas besoin de justifier ta prudence. Le soupçon n'est pas une insulte lorsqu'il est basé sur des faits ou des incohérences. Celui qui se sent offensé par ta prudence peut essayer de cacher quelque chose qu'il ne veut pas expliquer. Répondre calmement et en se concentrant sur les faits, non seulement désarme cette question, mais renforce ta position. Tu démontres que ta confiance ne peut pas être achetée avec des paroles douces ni avec des questions chargées de culpabilité. Le véritable pouvoir d'un stoïcien est de ne pas permettre aux autres de définir l'étendue de sa confiance ni la direction de ses doutes. Reste ferme, car celui qui ne se laisse pas entraîner par la culpabilité n'est jamais manipulé. 5. Ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ? Parmi toutes les questions manipulatrices, celle-ci est l'une des plus dangereuses, car elle se déguise en réconciliation. Ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ? Sonne comme la paix, la maturité, un désir de mettre fin au conflit. Mais en réalité, lorsqu'un manipulateur l'utilise, il ne cherche pas à résoudre le problème. Il cherche à l'enterrer vivant pour ne pas y faire face. C'est une fausse conclusion qui prétend que tu baisses ta garde et taises ton mécontentement même si la blessure reste ouverte. Cette tactique psychologique fonctionne parce qu'elle fait appel à ton désir de paix. Personne ne veut prolonger un conflit. Personne n'aime discuter éternellement. C'est pourquoi, lorsque cette question te est posée, elle éveille ton envie de céder pour ne pas compliquer les choses. Le manipulateur le sait et c'est pourquoi il l'utilise. Il veut que tu confondes le fait de te rendre avec le fait d'être mature. Le vrai problème est que, en acceptant cette fausse conclusion, tu ne guéris pas le conflit, tu le caches seulement. Ce qui n'est pas résolu se transforme en ressentiment, et le ressentiment est un terrain fertile pour plus de manipulation. Chaque fois que tu te tais pour le laisser derrière toi, tu renforces le pouvoir de celui qui t'a fait du mal, parce qu'il apprend qu'il peut franchir tes limites sans conséquence.
Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne se construit pas en évitant les vérités inconfortables, mais en les affrontant avec calme et courage. Sénèque disait que la colère qui est gardée en silence ne disparaît pas, elle pourrit à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsque tu entends « Ne pouvons-nous pas le laisser derrière nous ?» la première chose à faire est de te demander « Le problème a-t-il été résolu ou veulent-ils simplement que je l'ignore ?» La blessure a-t-elle été soignée ou la couvrent-ils simplement de belles paroles? Un manipulateur préfère le silence à la solution parce que le silence maintient son contrôle intact. En refusant de parler du sujet, tu lui donnes la permission de répéter le même comportement encore et encore. La véritable maturité ne consiste pas à céder face à l'inconfort, mais à exiger de la clarté et du respect. Lorsque quelqu'un utilise cette question pour éviter sa responsabilité, la meilleure réponse est ferme et sereine. Tu peux dire « Nous pouvons le laisser derrière nous lorsque nous l'aurons résolu, pas avant » ou « Je ne veux pas porter quelque chose qui a besoin d'être clarifié ». Ces phrases ne cherchent pas le conflit, elles cherchent la justice. L'erreur la plus courante est de céder par fatigue émotionnelle. Parfois, après tant de discussions, tout ce que tu veux, c'est la paix, même si elle est temporaire. Mais un stoïcien sait que la paix superficielle est une illusion fragile. La véritable tranquillité surgit lorsque les choses sont en ordre, pas lorsqu'elles sont ignorées. Imagine que tu as une blessure sur la peau. Tu peux la couvrir avec un bandage et prétendre qu'elle n'est pas là, mais si tu ne la nettoies pas et ne la soignes pas, l'infection grandira sous le tissu. C'est ainsi que fonctionnent les problèmes qui sont laissés derrière sans être résolus. Ils restent là, contaminant la relation, t'affaiblissant petit à petit. Le self-control stoïcien ne signifie pas se taire pour éviter le drame. Cela signifie choisir quand et comment parler pour guérir ce qui fait mal. Garder son calme en exprimant que tu ne veux pas ignorer le problème est un signe de force, pas de faiblesse. Souviens-toi, la paix ne se négocie pas au détriment de ta dignité. Celui qui insiste pour que tu le laisses derrière toi sans assumer sa part, cherche ton silence, pas ton bien-être. Ne donne pas ta voix en échange d'un calme faux. Répondre avec fermeté et clarté à cette question marque un avant et un après. Tu montres à l'autre que ta paix intérieure n'est pas à vendre et que tu ne vas pas permettre qu'une conclusion vide remplace la véritable réparation. 6. Tu exagères toujours comme ça? Il y a des phrases qui semblent être un simple commentaire, voire une blague, mais qui sont chargées de poison émotionnel. Tu exagères toujours comme ça? Est l'une de ces questions qui désarment et blessent en même temps. Elle est utilisée pour te faire sentir irrationnel, dramatique, incapable de mesurer les choses avec calme. Le manipulateur sait que s'il parvient à te faire douter de ta perception, il pourra contrôler le récit à son avantage. Le véritable pouvoir de cette question réside dans son déguisement d'humour. Dite avec un sourire ou sur un ton ironique, elle semble inoffensive. Cependant, son objectif est clair. Minimiser ton expérience et te présenter comme quelqu'un qui perd toute proportion. C'est une façon d'invalider tes sentiments et de détourner l'attention du véritable problème. Ce type de commentaire est une tactique psychologique qui attaque ton estime de soi. Il te fait commencer à te demander si tu exagères vraiment, si ton irritation est aussi grande que tu le penses, ou si tu devrais te taire pour ne pas paraître exagéré. La manipulation fonctionne quand ils parviennent à te faire t'auto-censurer. Les stoïciens mettaient en garde contre le danger de confier son propre jugement aux autres. Épictète enseignait que personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. Chaque fois que tu penses que ta perception est exagérée simplement parce que quelqu'un d'autre le dit, tu lui donnes ce consentement. Ce que tu ressens a de la valeur et mérite de l'attention, même si l'autre le ridiculise. Répondre à cette question ne signifie pas entrer en discussion ni rendre le sarcasme. La force réside dans le maintien de la composture et le renvoi de la responsabilité au comportement de celui qui tente de te minimiser. Tu peux répondre par des phrases courtes et fermes. « Je décris ce qui s'est passé, je n'exagère pas. » Ou « Si tu ne le vois pas de la même manière,
cela ne signifie pas que ce n'est pas réel pour moi. Avec cela, tu établis une limite sans tomber dans le jeu émotionnel qu'il recherche. L'erreur commune face à cette attaque est de réagir avec colère ou honte. Si tu réponds avec colère, tu renforces leur argument que tu es exagéré. Si tu te tais par honte, tu confirmes le pouvoir de leur manipulation. La bonne réponse est le juste milieu. Parler avec sérénité, mais sans céder de terrain. Imagine une flamme qu'ils essaient d'éteindre en soufflant dessus avec moquerie. Si tu réponds avec colère, elle devient un feu incontrôlable. Si tu t'éteins, elle s'éteint. Cette flamme est ta dignité. La philosophie stoïcienne ne propose pas d'être froid ou indifférent, mais maître de ta réaction. Garder son calme n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de discipline et de force mentale. Chaque fois que quelqu'un t'accuse d'exagérer alors que tu ne fais qu'exprimer une limite, rappelle-toi que la perception des autres ne définit pas la réalité de ton expérience. Cette question révèle aussi quelque chose d'important. Celui qui a besoin de ridiculiser ce que tu ressens craint de faire face à sa propre responsabilité. Te minimiser est sa façon d'éviter de se regarder dans le miroir de ses actes. Ne tombe pas dans cette distraction. Reste concentré sur le fait que tu soulignes, pas sur le jugement que l'autre veut t'imposer. Résister à ce type de manipulation nécessite de la pratique et de l'autocontrôle. Mais chaque fois que tu y parviens, tu renforces ton caractère. Tu montres clairement que tu n'es pas prêt à laisser ta voix être réduite au silence par le sarcasme. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de réduire tes sentiments à une exagération, ne te justifie pas et n'explique pas plus que nécessaire. Réponds fermement, reste calme et rappelle-toi que la véritable mesure des choses est définie par ton jugement, pas par la moquerie des autres. C'est la voie stoïcienne. Fermeté dans la vérité, sérénité face à l'attaque et dignité inébranlable. 7. Est-ce que tu penses vraiment ça de moi? Peu de questions sont aussi habiles pour te désarmer que celle-ci. Est-ce que tu penses vraiment ça de moi? Ne sonne pas agressive, elle sonne blessée, presque déçue. C'est pourquoi elle est si efficace. Elle n'attaque pas de front. Elle t'enveloppe dans un halo de culpabilité et te fait sentir que tu as commis une injustice en osant questionner. C'est le genre de phrase qui te force à défendre tes sentiments comme s'ils étaient un crime. Le manipulateur sait que la culpabilité est une arme puissante. Utiliser un ton de victime lui permet d'inverser les rôles. Celui qui pointait un problème se voit comme l'agresseur. Ils parviennent ainsi à détourner l'attention de leur comportement vers tes paroles, te faisant toi qui dois te justifier pour douter ou réclamer. Le danger psychologique de cette question réside dans son apparente innocence. Quand tu l'entends, tu ressens l'impulsion d'adoucir ce que tu as dit, de te rétracter pour ne pas blesser. C'est exactement le mécanisme qu'ils cherchent à activer. Que tu réduises toi-même le poids de tes limites et que tu finisses par demander pardon pour avoir dérangé l'autre. L'enseignement stoïcien est clair. Ton devoir est envers la vérité, pas envers les émotions des autres. Marc Aurèle disait que nous devons être gentils, mais pas au détriment de la justice. En d'autres termes, pointer un fait n'est pas de la cruauté, c'est de la responsabilité. Si quelqu'un reçoit la vérité comme une attaque, c'est son problème, pas le tien. Répondre à cette question avec agressivité ne fait qu'alimenter le jeu. La clé est de rester calme et de réaffirmer sereinement ce que tu as dit. Tu peux répondre « Oui, je le pense parce que les faits me conduisent à le voir ainsi » ou « Ce n'est pas ce que je pense de toi, c'est ce que j'observe dans ton comportement ». Ces réponses ramènent le poids de la situation aux faits et empêchent la conversation de dévier vers le terrain émotionnel que le manipulateur tente d'imposer. L'erreur commune est de tomber dans la culpabilité et de se rétracter par peur de blesser l'autre. Mais céder à cette pression ne fait que perpétuer le cycle de manipulation. La compassion ne signifie pas renoncer à la clarté. Imagine que tu tiens un miroir devant quelqu'un. Ce n'est pas le miroir qui crée l'image. Il ne fait que refléter ce qui est là. Ainsi sont tes paroles quand tu pointes quelque chose de réel. Elles n'inventent rien. Elles ne montrent que ce qui existe déjà. Si l'autre n'aime pas ce qu'il voit, ce n'est pas le miroir le problème. Pratiquer cette fermeté nécessite une discipline émotionnelle. Chaque fois que tu parviens à maintenir ton point avec sérénité,
tu renforces ta confiance en toi et démontres que tu ne vas pas permettre que la peur de déranger te fasse taire. La prochaine fois que quelqu'un utilise le poids de la culpabilité déguisée en déception, ne cède pas et ne te justifie pas. Reste calme, parle des faits et laisse la vérité parler d'elle-même. Un stoïcien ne cherche pas à humilier ni à blesser, mais il ne sacrifie pas non plus la vérité pour protéger l'orgueil d'autrui. C'est là la véritable force. Rester ferme face aux émotions des autres, sans perdre son humanité ni sa clarté. Pete, vas-tu continuer avec ce sujet? Cette question est l'une des manœuvres les plus épuisantes qu'un manipulateur peut utiliser. Vas-tu continuer avec ce sujet? Ne cherche pas de réponse, elle cherche à t'épuiser. C'est une phrase conçue pour te faire sentir que l'insistance sur un sujet est inutile, que tu déranges, que tu es têtu ou conflictuel pour ne pas lâcher ce qui n'est pas encore résolu. Le fond psychologique de cette tactique est l'épuisement émotionnel. Le manipulateur compte sur le fait que, s'il parvient à te fatiguer, tu finiras par te taire et renoncer à clarifier ce qui te préoccupe. Ils savent que beaucoup de gens préfèrent céder plutôt que de se sentir jugés pour leur insistance. C'est une stratégie d'évasion, déplacer le focus de leur responsabilité vers ton obstination. Quand tu entends cette question, la tentation immédiate est de te rendre pour ne pas paraître insistant. C'est là que tu perds le contrôle. Ce qui est important n'est pas combien de fois le sujet est mentionné, mais si le problème qui l'a provoqué reste non résolu. Faire semblant que tout va bien ne fera pas disparaître la vérité. Le stoïcisme enseigne à persévérer avec calme. Épictète disait que nous ne devons pas abandonner ce qui est juste simplement parce que le chemin est difficile. Insister n'est pas de l'obstination quand ce que tu cherches est la clarté et le respect. La différence entre un caprice et un principe réside dans la cause qui le soutient. Répondre avec colère ou sarcasme, c'est tomber dans le jeu. Le manipulateur veut te voir perturbé pour pouvoir dire que tu exagères. Au lieu de cela, garde ton sang-froid et ramène l'attention sur le point central avec sérénité. Des phrases comme « Je vais continuer jusqu'à ce que ce soit clair » ou « Je ne répète pas par plaisir, mais parce que ce n'est pas encore résolu » sont des armes puissantes pour maintenir le cap de la conversation. L'erreur commune est de confondre la paix avec le silence. Se taire par fatigue peut apporter un soulagement momentané, mais perpétue l'injustice. Un stoïcien ne cherche pas le conflit inutile, mais il n'évite pas non plus le dialogue difficile lorsque la vérité l'exige. La véritable paix arrive lorsque le problème est résolu, pas quand il est ignoré. Pense à une rivière qui insiste pour se frayer un chemin entre les rochers. Elle ne le fait pas par caprice, mais parce qu'elle a besoin de couler. Ta détermination face aux tentatives de te détourner doit être la même, constante, mais sans perdre ta sérénité. La fermeté ne signifie pas crier, elle signifie ne pas abandonner le cours de ce qui est correct. Celui qui te pose cette question a généralement peur de la confrontation des faits. C'est pourquoi il cherche à t'épuiser avec des insinuations que tu es ennuyeux. Reste ferme. Le malaise que l'autre ressent n'est pas une raison suffisante pour sacrifier la vérité. La prochaine fois que tu entendras « Vas-tu continuer avec ce sujet ?» Souviens-toi que ce n'est pas une demande de paix, c'est une stratégie pour t'épuiser. Garde ton calme, réaffirme ton point de vue et continue jusqu'à ce que tout soit clair. Le véritable pouvoir réside dans la persévérance tranquille, car personne ne peut faire plier celui qui reste ferme sans perdre sa sérénité. 9. Ne penses-tu pas que tu imagines des choses? Peu de phrases sont aussi dangereuses que celles-ci. Ne penses-tu pas que tu imagines des choses? Ne cherche pas seulement à détourner la conversation. Elle vise directement ta perception de la réalité. C'est le genre de commentaire qui tente de semer le doute dans ton esprit, de te faire questionner si ce que tu as vu, ressenti ou pressenti était réel ou simplement le produit de ton imagination. Le manipulateur sait que, s'il parvient à te faire douter de ton propre jugement, il aura gagné bien plus qu'une discussion. Il aura mis en échec ta sécurité intérieure. C'est une technique psychologique connue sous le nom de gaslighting, dont l'objectif est de faire perdre à la victime confiance en son jugement
et de finir par dépendre de la version du manipulateur pour interpréter les faits. Le véritable danger réside dans l'invisible. Chaque fois que tu acceptes cette idée que peut-être tu imagines des choses, tu cèdes un peu de terrain. Petit à petit, tu cesses de faire confiance à tes instincts, tu tais tes soupçons et tu renonces à demander des explications. C'est ainsi que le manipulateur parvient à te faire t'auto-censurer et à te retrouver piégé dans une réalité que tu ne contrôles plus. La philosophie stoïcienne offre une défense puissante contre ce type d'attaque, la maîtrise de ses propres pensées. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle s'attache aux faits et non aux interprétations d'autrui. La meilleure réponse à cette question n'est pas de convaincre l'autre, mais de maintenir ferme ta connexion avec la vérité que tu as observée. Quand quelqu'un te dit « Ne penses-tu pas que tu imagines des choses ?» évite la réaction impulsive de te justifier avec des détails interminables. C'est le piège. Ils veulent t'entraîner à expliquer chaque étape de ta perception pour t'épuiser. À la place, réponds calmement et rends le poids de la clarté aux faits. Je n'imagine pas, je parle de ce qui s'est passé ou, si je l'ai perçu ainsi, c'est à cause de quelque chose qui s'est passé, pas à cause de fantasmes. L'erreur la plus courante est de douter de soi-même en entendant cette phrase, surtout lorsqu'elle vient de quelqu'un de proche. Mais un stoïcien comprend que son jugement doit reposer sur des preuves et des observations, pas sur les insinuations des autres. Imagine que tu marches dans le brouillard. Tu vois une figure devant toi et quelqu'un insiste sur le fait qu'il n'y a rien là. La question n'est pas de savoir si tu la vois avec une clarté parfaite, mais si tu la vois suffisamment pour ne pas l'ignorer. C'est ainsi que tu perçois les signaux. Tu n'as pas besoin que les autres les valident pour reconnaître qu'ils existent. Résister à cette manipulation nécessite du courage émotionnel. Rester ferme face aux doutes imposés est un acte d'autodéfense mentale. Ce n'est pas de l'obstination, c'est préserver ta santé mentale. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire croire que tout est dans ta tête, souviens-toi que ta perception n'a pas besoin de permission pour être valide. Un stoïcien fait confiance à la sérénité de son observation et ne se laisse pas arracher cette certitude par la peur de déranger. Garde ton calme, parle avec des faits et protège ton esprit, car celui qui réussit à te faire douter de toi-même contrôle tout le reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, tu portes trop et tu le sais. Ce n'est pas le travail, ni le trafic, ni la routine. C'est tout ce que tu ne lâches pas. Les personnes qui n'apportent plus rien, les objectifs qui n'ont plus de sens, l'habitude de chercher l'approbation, la colère que tu caches derrière un sourire. C'est ce qui te vole de l'énergie, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Et tant que tu resteras attaché à ce qui aurait dû rester dans le passé, tu resteras coincé au même endroit. Tu n'as pas besoin de plus de conseils de motivation ou de promesses vides. Ce dont tu as besoin, c'est de silence pour te confronter à toi-même et du courage pour arracher à la racine ce qui te retient. Les stoïciens le savaient, la véritable liberté ne consiste pas à avoir plus, mais à avoir besoin de moins. Marc Aurèle l'a bien dit, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si ces pensées sont polluées par des comparaisons, par la colère, par la peur de décevoir les autres, il n'y aura pas de paix même si tu as tout. Le problème, c'est que beaucoup veulent changer, mais ils l'annoncent à tout le monde, cherchent des applaudissements et de l'approbation. Ils croient que le changement doit être visible de l'extérieur, alors qu'en réalité, tout commence en silence. C'est là que tu fais preuve d'autocontrôle, de discipline et de véritable force. Parce que personne n'a besoin de savoir quand tu décides d'arrêter de poursuivre ce qui ne vaut pas la peine. Quand tu fermes la porte aux critiques, quand tu renonces à discuter pour des choses qui n'ont pas d'importance. Cette vidéo est un avertissement pour ceux qui en ont assez de leur propre inertie. Nous allons parler de ce que tu dois éliminer en silence si tu veux vivre avec moins de poids et plus de pouvoir sur toi-même. N'attends pas de mots doux,
Chaque point frappera là où ça fait mal. Mais il te montrera aussi le chemin pour sortir de là. Si tu cherches la paix, la discipline et le contrôle, commence par lâcher ce qui est superflu. Ici, tu apprendras comment le faire. 1. Le pouvoir du silence face au traître. Quand quelqu'un te trahit, le premier réflexe est souvent de parler, d'exiger des explications, de chercher justice. Nous voulons que le traître sache qu'il nous a blessés, que tout le monde voit qui a failli. Ce réflexe est humain, mais c'est aussi le piège qui te maintient attaché à la blessure. La trahison fait mal, mais la vraie perte vient après. Quand tu donnes ta paix, en essayant de défendre ta version des faits devant les autres. C'est là que tu perds 2 fois. D'abord la confiance, ensuite le calme. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. Un traître vit de ta réaction. Il a besoin que tu exploses, que tu réclames, que tu cries, car ainsi il a de quoi justifier ce qu'il a fait. Quand tu ne lui donnes pas cette nourriture, quand tu ne réponds pas, tu le forces à faire face seul à sa propre culpabilité. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ta colère est ce consentement. Garder le silence ne signifie pas accepter la trahison. Cela signifie refuser qu'on continue à te voler de l'énergie. Imagine un puits d'eau claire. Chaque fois que tu réponds avec des cris et des accusations, tu jettes des pierres dans le puits jusqu'à troubler l'eau. Le traître disparaît et tu restes à boire de cette eau trouble. En revanche, si tu choisis de ne pas réagir, le puits reste intact, propre. C'est cela le silence. Conserver la clarté que l'autre a voulu salir. Les stoïciens comprenaient que le véritable dommage ne réside pas dans ce que font les autres, mais dans la façon dont tu décides de l'interpréter. Marc Aurèle conseillait que lorsque quelqu'un te fait du mal, tu penses à ce qui a poussé cette personne à agir ainsi. Souvent, c'était l'ignorance, la peur, la faiblesse. Comprendre cela n'est pas excuser sa trahison, c'est te libérer du ressentiment qui te lie à lui. Car chaque mot de colère que tu lances est une corde de plus qui te lie à celui qui a déjà prouvé qu'il ne mérite pas ta loyauté. Dans la pratique quotidienne, le silence ne signifie pas rester les bras croisés. Cela signifie que tu agis sans spectacle. Tu prends de la distance, tu ajustes les limites, tu fermes des portes sans avoir besoin de l'annoncer. Peut-être que tu arrêtes de répondre aux messages, peut-être que tu annules un plan ou que tu refuses une invitation. Personne n'a besoin de ton discours justificatif. La dignité ne s'explique pas, elle s'exerce. Le traître attend de te voir tomber pour se sentir justifié. Il attend ta réaction pour raconter sa propre histoire avec des demi-vérités. Quand tu restes silencieux, tu le désarmes. Il n'y a pas d'argument, pas de combat, pas de drame. Il n'y a qu'un mur de calme qu'il ne peut pas escalader. C'est là la véritable victoire. Non pas la vengeance, mais la paix intacte. Le silence est aussi un maître. Il te force à t'écouter, à distinguer entre la douleur légitime et l'ego blessé. Il t'apprend que tout ne mérite pas une réponse, que ton énergie est limitée et ne peut pas être gaspillée à expliquer l'évident. Parfois, le plus grand châtiment pour un traître est de réaliser qu'il n'a pas accès à toi, ni à ta voix, ni à ton attention. Ne confonds pas ce silence avec la faiblesse. Se taire n'est pas être lâche. Au contraire, il faut plus de courage pour contenir la fureur que pour la lâcher. Il faut de la discipline pour ne pas raconter au monde ce qu'on t'a fait, pour ne pas chercher des alliés pour ta colère. Le silence est un acte de maîtrise de soi, et la maîtrise de soi est pouvoir. Si tu veux te remettre d'une trahison, ne cherche pas des mots qui blessent plus fort. Cherche le type de silence qui protège ta dignité. Fais en sorte que ton absence pèse plus que n'importe quel argument. Là, tu comprendras pourquoi le silence, lorsqu'il est utilisé avec fermeté, n'est pas seulement un refuge, c'est aussi une arme. 2. Lâcher les objectifs qui n'ont plus d'importance. L'un des plus grands poids que l'esprit porte ne sont pas les problèmes actuels, mais les objectifs que nous cessons de remettre en question. Des objectifs qui avaient un sens à un moment donné, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec la personne que nous sommes. Pourtant, nous continuons à les poursuivre comme s'ils étaient des obligations gravées dans la pierre. C'est comme porter un sac de briques, juste parce que quelqu'un, il y a des années, vous a dit qu'il était précieux. Vous continuez à le porter par inertie, même si vous ne construisez plus rien avec.
Les objectifs obsolètes sont des pièges silencieux. Au début, vous les avez définis avec enthousiasme, une promotion que vous pensiez nécessaire, un diplôme académique pour plaire à votre famille, une relation que vous avez promis de maintenir même si elle vous rendait malheureux. Mais avec le temps, vous avez changé, vous avez grandi, vous avez découvert que le coût émotionnel est plus élevé que le bénéfice. Cependant, la fierté et la peur du « qu'en dira-t-on » vous empêchent de les lâcher. Vous ne lâchez pas parce que vous pensez qu'abandonner équivaut à échouer, alors qu'en réalité, s'accrocher à ce qui est inutile est le véritable échec. Épictète enseignait de ne pas souffrir pour ce qui est hors de votre contrôle. Les objectifs qui ne résonnent plus avec votre but actuel sont l'une de ces choses, hors de votre contrôle parce qu'ils appartiennent au « moi » qui n'existe plus. Les maintenir en vie, c'est vivre pour un fantôme. Marc Aurèle disait « L'homme se fait plus de mal en poursuivant ce dont il n'a pas besoin qu'en perdant ce dont il a besoin. » Si vous vous accrochez à ces anciens objectifs, vous vous épuisez dans des batailles qui ne construisent plus votre présent. Imaginez ramer de toutes vos forces contre le courant vers un port que vous ne voulez plus visiter. Chaque jour, vous investissez du temps et de l'énergie pour avancer dans la mauvaise direction. C'est le prix à payer pour ne pas lâcher prise. Chaque pas que vous faites vers un objectif mort est un pas que vous ne faites pas vers quelque chose de nouveau qui compte vraiment. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est reconnaître que vous n'êtes pas la même personne qui a pris cette décision et qu'il est bon de changer de cap. Beaucoup confondent la persévérance avec l'obstination. Persévérer dans ce qui est juste est admirable. Persévérer dans ce qui est inutile est autodestructeur. Dans la pratique stoïcienne, lâcher les objectifs obsolètes est un acte de liberté intérieure. Revoyez votre liste d'objectifs et demandez-vous, est-ce que cela m'appartient toujours ou est-ce un souvenir de qui j'étais? Est-ce que je le poursuis par désir réel ou par peur de décevoir les autres? Si la réponse ne correspond pas à votre vie actuelle, laissez-la partir. Le silence joue un rôle crucial ici. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès des autres lorsque vous décidez de quitter un projet, de fermer un cycle ou d'abandonner une carrière qui ne vous satisfait plus. Vous ne devez à personne un discours expliquant pourquoi vous avez changé. Votre vie n'est pas un contrat avec le passé ni une dette envers les attentes des autres. Vous libérer de ces objectifs libère de l'espace mental et émotionnel. C'est comme enlever des meubles anciens d'une maison. Tout à coup, il y a de la lumière, de l'air, de l'espace pour de nouvelles choses. Il n'y a pas de pire chaîne que de poursuivre des rêves qui ne vous appartiennent plus. Et il n'y a pas de plus grande bravoure que d'admettre que quelque chose a cessé d'avoir de la valeur et de continuer à avancer. Le monde vous a appris que l'abandon est une faiblesse, mais les stoïciens savaient que lâcher prise est une force. Il faut du courage pour accepter que vous aviez tort, que ce qui avait du sens hier peut ne plus servir aujourd'hui. Il faut de l'humilité pour laisser aller la fierté et le besoin de prouver aux autres que vous n'avez pas abandonné. Demandez-vous de temps en temps si votre effort actuel est dirigé vers quelque chose qui vous nourrit encore ou vers quelque chose qui ne maintient en vie que votre ego. La réponse peut vous déranger, mais ce malaise est le signe qu'il est temps de changer. 3. Calme, ton arme la plus puissante contre la colère. La colère est comme un feu qui commence par une étincelle, un mot mal prononcé, un geste que tu as interprété comme du mépris, un souvenir qui te brûle de l'intérieur. Si tu ne la contrôles pas, elle brûle jusqu'à tout consumer autour d'elle, ta raison, tes mots, ta paix et souvent tes relations. L'ironie est que le feu de la colère ne brûle presque jamais celui qui l'a provoqué. Il brûle d'abord celui qui le tient. Les stoïciens voyaient la colère comme le pire des ennemis internes parce qu'elle obscurcit le jugement. Sénèque a écrit un traité entier sur elle et l'a décrite comme une folie passagère, un état dans lequel tu perds le contrôle de toi-même. La vraie force n'est pas de répondre par des cris, ni de montrer que tu peux blesser plus fort. Elle est de ne pas permettre à l'autre de décider de ta réaction. Chaque fois que tu exploses, tu cèdes ton pouvoir. Chaque fois que tu restes calme, tu le récupères. Imagine quelqu'un essayant de te provoquer, te lançant des mots comme des flèches. Si tu réagis avec colère, tu lui donnes l'arc et les flèches qu'il utilisera contre toi.
Si tu restes calme, l'attaque devient inutile, ses flèches tombent au sol. Le calme n'est pas de l'indifférence. C'est une stratégie, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Dans la vie quotidienne, confondre le calme avec la faiblesse est l'une des plus grandes erreurs. Nous croyons que celui qui se tait est soumis. Mais en réalité, l'autocontrôle est l'une des formes les plus élevées de pouvoir. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance contre un ennemi est de ne pas lui ressembler. Si on te crie dessus et que tu cries, tu perds. Si on t'insulte et que tu insultes, tu tombes dans la même boue. Le calme n'est pas de ne pas ressentir. C'est de choisir de ne pas réagir comme on s'attend à ce que tu le fasses. Maîtriser la colère n'est pas la réprimer jusqu'à ce qu'elle explose plus tard. C'est apprendre à comprendre son origine. Demande-toi, qu'est-ce qui me fait mal au point que je réagisse ainsi? La colère est souvent un signe que quelque chose touche ton ego, ta peur ou ta fierté. Le reconnaître te donne le contrôle pour ne pas transformer cette impulsion en désastre. La pratique stoïcienne enseigne à préparer l'esprit avant que les moments difficiles n'arrivent. N'attends pas d'être furieux pour décider comment tu réagiras. Entraîne-toi chaque jour en te rappelant que tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, mais tu peux contrôler ta réponse. Si on t'insulte, observe. Si on te provoque, analyse. Si on te met de la pression, respire. La respiration est un pont vers le calme. Quelques secondes de pause peuvent te sauver de semaines de regrets. Dans le silence du calme, tu trouves la clarté. Les mots que tu n'as pas dits sur le moment ne te hanteront pas après. Les décisions que tu as prises à froid n'auront pas besoin d'excuses. Ce calme est un bouclier invisible qui non seulement protège ta dignité, mais désarme aussi l'autre. Celui qui cherche ta colère veut t'entraîner dans son chaos. Ne cède pas ce terrain. Ne confonds pas l'autocontrôle avec la froideur. Être calme ne signifie pas que tu ne te soucies de rien. Cela signifie que tu choisis de prendre soin de ton énergie. Chaque explosion de colère est de l'énergie gaspillée que tu pourrais investir pour construire, pour avancer, pour protéger ce qui compte vraiment. La prochaine fois que tu sens la rage monter, souviens-toi que chaque mot dit avec colère est une brique que tu devras ensuite enlever. Garde le silence, respire et attends. Le moment d'agir viendra, mais que ce soit lorsque ton esprit est aux commandes, pas ta colère. Le calme est un art et une discipline. Tu ne l'hérites pas, tu le construis. Pratique-le tous les jours dans les petites choses. Dans le trafic, dans une file d'attente, face à un commentaire désagréable. Chaque victoire dans les petites choses renforce ton contrôle dans les grandes. 4. Brise l'habitude de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme boire de l'eau salée. Plus tu le fais, plus tu as soif et moins tu trouves de paix. Au début, il semble inoffensif de regarder ce que l'autre a, ce qu'il a accompli ou ce qu'il montre sur les réseaux sociaux, mais peu à peu, cela devient un poison qui érode ton estime de toi et déforme ta perception de la réalité. Tu ne te rends pas compte que, en mesurant ta valeur à l'aune des autres, tu commences à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Les stoïciens avertissaient que l'envie et la comparaison sont des chaînes auto-imposées. Épictète disait que le bonheur dépend de la mise du désir uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Te comparer, en revanche, te vole le contrôle. Tu donnes ta paix à des réussites étrangères, à des circonstances que tu ne gères pas. Chaque fois que tu mesures ta vie à celle de quelqu'un d'autre, tu dis, sans t'en rendre compte, que ta valeur dépend de son parcours. Le problème de la comparaison est qu'elle ne finit jamais. Aujourd'hui, tu envies le succès de l'un, demain le corps de l'autre, après la relation de quelqu'un d'autre. C'est une course sans fin, car il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose que tu crois meilleur que le tien. L'ironie est que pendant que tu regardes le chemin des autres, tu arrêtes d'avancer sur le tien. Imagine que tu cours sur une piste, mais au lieu de regarder devant, tu te tournes pour observer les autres coureurs. Tu trébuches, tu perds le rythme, et tu finis plus loin, non pas parce que tu es lent, mais parce que tu as perdu le focus. Il en va de même dans la vie. La comparaison constante non seulement vole de l'énergie, mais aussi du temps. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme. Sois-en un, adaptons-le. Ne perds plus de temps à comparer comment devrait être ta vie. Vis-la.
La grandeur ne se mesure pas en relation avec les autres, mais en fidélité à tes propres valeurs et objectifs. Briser l'habitude de te comparer ne signifie pas arrêter d'admirer les autres. Admirer, c'est apprendre, s'inspirer, reconnaître le mérite des autres. La comparaison toxique, en revanche, survient lorsque cette admiration se transforme en jugement contre toi-même. Tu peux t'inspirer de quelqu'un sans l'utiliser comme excuse pour te mépriser. La pratique stoïcienne t'invite à regarder en toi. Demande-toi chaque jour ce que tu fais pour t'améliorer selon tes propres principes. Es-tu plus discipliné qu'hier? Plus patient, plus fort, plus conscient? Ce sont les seules comparaisons qui te servent, celles qui te confrontent à ton moi passé, pas à des vies étrangères. Le silence a aussi un rôle ici. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes progrès ni tes plans pour te valider devant les autres. Laisse les résultats parler, que le temps montre le fruit de ton effort. Beaucoup comparent parce qu'ils sentent qu'ils sont en compétition pour l'attention. Quand tu décides de ne pas entrer dans cette compétition, tu retrouves ta liberté. La comparaison est une illusion qui te fait oublier que chaque personne porte des batailles invisibles. Tu admires les réussites, mais tu ne vois pas les sacrifices. Tu envies les sourires, mais tu ne connais pas les cicatrices. Et toi, pendant ce temps, tu sous-estimes tes propres victoires, parce que tu es occupé à mesurer des vies qui ne sont pas les tiennes. Au quotidien, la clé est de rediriger ton attention. Chaque fois que tu sens que tu te compares, arrête-toi et pose-toi cette question. Est-ce que cela me rapproche de mon but ou m'en éloigne? Si la réponse est que cela t'éloigne, coupe immédiatement la pensée. La comparaison ne s'élimine pas d'un coup. Elle s'affaiblit chaque fois que tu décides de ne pas la nourrir. Quand tu brises cette habitude, la vie se sent plus légère. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter la fausse obligation d'être comme quelqu'un d'autre. 5. Arrête de vivre pour plaire aux autres. Il n'y a pas de prison plus invisible que celle de vivre en cherchant l'approbation des autres. Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils passent des années à jouer un rôle qu'ils n'ont pas choisi, changeant leur façon de parler, de s'habiller, d'agir, juste pour correspondre à des attentes qu'ils ne respectent même pas. C'est un épuisement silencieux. Tu sacrifies ton essence en échange d'applaudissements qui disparaissent en quelques secondes. Et le pire, c'est que pendant que tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par être mécontent de toi-même. Les stoïciens considéraient ce besoin de plaire comme un obstacle à la liberté. Épictète disait que seuls les esclaves vivent préoccupés par ce que les autres pensent d'eux. Car au moment où ta valeur dépend d'une autre personne, tu perds le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu cherches l'approbation, tu remets le gouvernail de ton destin entre les mains d'autrui. Le problème de vivre pour plaire est qu'il ne se termine jamais. Aujourd'hui, tu satisfais ta famille, demain tes amis, après-demain des inconnus sur les réseaux sociaux. Il y aura toujours quelqu'un avec une nouvelle attente, une nouvelle critique, un nouveau standard à atteindre. C'est comme remplir un tonneau sans fond. Plus tu donnes, plus tu te vides. Imagine une marionnette avec des fils tirés de tous côtés. Un fil est tenu par ton patron, un autre par ton partenaire, un autre par tes amis, un autre par les opinions anonymes que tu lis sur Internet. Pendant que tu essaies de plaire à chacun, tu oublies de couper les fils et de marcher par toi-même. Vivre ainsi n'est pas vivre. C'est jouer un scénario écrit par d'autres. Sénèque avertissait que c'est un esclave celui qui dépend de beaucoup, même s'il règne sur tous. Si tu passes la journée à attendre l'approbation des autres, tu renonces à ta paix et à ton temps, car tu vis en fonction de ce que tu espères que les autres valideront. Et quand tu ne reçois pas cette validation, tu as l'impression d'avoir échoué, même si tu as fait quelque chose de précieux pour toi. La vraie liberté commence quand tu décides d'arrêter de plaire à ceux qui ne sont pas sur ton chemin essentiel. Cela ne signifie pas devenir froid ou égoïste. Cela signifie que tu commences à agir à partir de tes principes et non de la peur du jugement des autres. Demande-toi, est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un? Si la réponse est la seconde, voilà la preuve que tu ne vis pas ta vie. Dans la pratique quotidienne, cette leçon stoïcienne se traduit par de petits actes de rébellion. Dire non sans se sentir coupable, exprimer ce que tu penses même si cela dérange,
Rester ferme dans tes décisions, même si tout le monde ne les applaudit pas. L'objectif n'est pas de plaire, mais de vivre en cohérence. Le silence est aussi un allié puissant dans ce processus. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes limites, ni de justifier chaque pas que tu fais. Souvent, trop expliquer est une autre façon de chercher l'approbation. Si tu décides de changer de cap, fais-le sans discours. Si tu dis non à une invitation, ne donne pas 1000 excuses. La sérénité de ta décision sera suffisante. Vivre pour plaire te rend prisonnier d'attentes impossibles. Tu t'adaptes tellement à ce que les autres veulent que tu te perds de vue. Te retrouver commence par te rappeler que tu n'es pas né pour divertir ou pour impressionner. Tu es né pour vivre conformément à ce qui te rend intègre et en paix. Arrêter de plaire ne signifie pas perdre des relations. Cela signifie que celles qui restent sont réelles. Celui qui reste à tes côtés quand tu arrêtes d'essayer de lui plaire est celui qui te valorise vraiment. Le reste n'était que des audiences momentanées. 6. Agisse aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Attendre le moment parfait est une des illusions les plus coûteuses que nous payons avec notre vie. Nous disons que nous commencerons quand nous aurons plus de temps, quand les circonstances s'amélioreront, quand la peur disparaîtra. Ce le quand n'arrive jamais parce qu'il n'existe pas. La perfection que tu imagines n'est qu'un prétexte élégant pour continuer à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Les stoïciens voyaient la procrastination comme une façon de gaspiller ce qu'il y a de plus précieux, le temps. Sénèque a écrit que pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe. Chaque jour que tu attends de te sentir prêt est un jour perdu qui ne reviendra pas. La vérité inconfortable est que tu ne seras jamais complètement prêt et malgré cela, tu dois commencer. Le problème avec l'attente est que le temps ne se plie jamais à ta convenance. Il y aura toujours du bruit, des problèmes, des distractions, des doutes. Si tu t'arrêtes jusqu'à ce que tout soit aligné, tu resteras éternellement immobile. L'action imparfaite d'aujourd'hui vaut plus que le plan parfait de demain. Imagine-toi devant une porte fermée, qui ne s'ouvrira que lorsque le vent soufflera dans la direction exacte que tu attends. Tu peux passer toute ta vie à attendre ce vent, pendant que d'autres qui n'ont pas attendu ont déjà traversé et avancé. L'action est ce qui fait bouger les portes, pas les conditions externes. Marc Aurèle insistait sur le fait que nous ne devons pas craindre les obstacles, car chaque obstacle est une occasion d'agir. Si tu attends toujours le confort avant d'agir, tu ne développeras jamais le caractère nécessaire pour faire face aux défis réels. Le chemin ne sera jamais plat. Ta croissance commence lorsque tu décides de marcher, même s'il y a des pierres. Dans la vie quotidienne, cette leçon est brutalement simple. Arrête de dire « demain ». Commence aujourd'hui, même si tu n'as pas tout résolu. Écris la première page de ce projet, fais l'appel que tu as repoussé, sors marcher même si tu n'as pas l'équipement parfait, étudie même si ce n'est pas l'heure idéale. La clé est dans l'action, pas dans la pensée. Le silence joue en ta faveur ici. Tu n'as pas à annoncer chaque étape, ni à attendre l'approbation des autres pour la franchir. Souvent, partager trop avant d'agir est une autre façon de chercher des excuses. Si tu le dis à voix haute, tu commences à recevoir des opinions qui t'arrêtent. Fais-le en silence, sans cérémonie ni annonce, et laisse le progrès parler pour toi. L'habitude d'attendre le moment parfait se déguise en prudence, mais en réalité, c'est de la peur déguisée en logique. C'est la peur de l'échec, du jugement, de ne pas être à la hauteur. Le surmonter exige du courage pour accepter que tu échoueras parfois, que tu feras des erreurs, que tout ne se passera pas comme tu l'imagines. Mais chaque erreur te rapproche plus de ton objectif que de rester immobile. Le temps est comme du sable entre les doigts. Pendant que tu décides d'agir, il s'échappe. Tu ne pourras pas le récupérer, mais tu peux décider d'arrêter de le perdre. N'attends pas d'avoir confiance pour bouger. Bouge pour construire la confiance. Quand tu agis aujourd'hui, même avec de petits pas, tu brises le sort de l'attente infinie. Tu découvres que tu n'avais pas besoin du moment parfait, tu avais juste besoin de bouger. Chaque jour que tu le fais, tu renforces ta discipline et affaiblis le pouvoir de la procrastination sur toi. Il n'y aura pas de signe divin ni de conditions idéales. Tout ce que tu as, c'est cet instant. Si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Commence aujourd'hui, même si c'est maladroit, même si c'est incomplet, même si c'est incertain. Ce qui compte,
c'est que tu commences. Parce que le pire regret ne vient pas de ce que tu as fait et qui a mal tourné, mais de tout ce que tu n'as jamais essayé en attendant le moment parfait qui n'est jamais arrivé. 7. Ferme la porte au ragot. Le ragot est le poison le plus bon marché et le plus facile à obtenir. Il se glisse dans les conversations quotidiennes, déguisé en intérêt, en préoccupation ou en humour. Mais il demande toujours un prix, ta paix et ta crédibilité. Parler de la vie des autres peut sembler inoffensif au début, voire divertissant, mais peu à peu, cela te transforme en quelqu'un qui dépense son énergie sur ce qu'il ne peut pas changer et perd le respect de lui-même. Les stoïciens enseignaient à prendre soin de l'attention de l'esprit. Marc Aurèle avertissait de ne pas gaspiller ton attention sur ce qui ne dépend pas de toi, car c'est là que tu perds le contrôle de ta vie. Le ragot est exactement cela, une fuite d'énergie vers des problèmes que tu ne peux ni résoudre ni améliorer. Chaque mot que tu répètes sur les autres est du temps que tu retires à ta propre croissance. Le danger du ragot ne réside pas seulement dans ce qu'il dit des autres, mais dans ce qu'il révèle de toi. Y participer montre que ton esprit est plus occupé à juger qu'à construire. De plus, celui qui t'écoute parler des autres sait qu'en son absence, tu feras la même chose avec lui. Le commère n'est jamais vu comme fiable. C'est un pont brisé dans toute relation. Imagine une pièce pleine d'échos. Chaque fois que tu partages une rumeur, cet écho revient tôt ou tard, déformé, amplifié, te frappant. Ce que tu lances dans l'air revient rarement propre. La réputation que tu détruis finit par laisser des fissures dans la tienne. Sénèque a écrit que nous devons apprendre à parler peu et seulement de ce qui est nécessaire, car celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup. Pratiquer le silence sur les sujets d'autrui n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. Se taire, quand quelqu'un essaie de t'entraîner dans une conversation vide, est un acte de respect envers toi-même. Fermer la porte au ragot ne signifie pas t'isoler. Cela signifie avoir des normes sur ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Demande-toi avant d'ouvrir la bouche, ce que je vais dire construit-il quelque chose? Est-ce vrai, utile ou nécessaire? Si cela ne répond pas à au moins l'une de ces exigences, le silence est la meilleure réponse. Dans la vie quotidienne, cette pratique devient un filtre puissant. Commence par refuser de commenter sur les absents, arrête de suivre les conversations sur les réseaux qui cherchent seulement à exposer et à détruire. Apprends à changer de sujet fermement, à montrer par ton attitude que tu n'es pas disponible pour alimenter les rumeurs. Au début, cela dérange, car beaucoup confondent le silence avec le désintérêt, mais en réalité, c'est de l'autocontrôle. Le ragot vole quelque chose qui n'est pas visible, la clarté mentale. Il remplit l'esprit de jugement sur les autres qui n'apportent rien et qui ne sont souvent même pas vrais. L'esprit occupé par les autres n'a pas de place pour réfléchir sur soi-même. Lorsque tu fermes cette porte, tu découvres combien d'énergie tu as libéré pour ce qui compte vraiment, tes projets, ta paix, tes relations authentiques. Le silence face au ragot est aussi un bouclier. Lorsque tu ne participes pas, tu ne laisses pas de traces qui pourraient être utilisées contre toi. Tu ne donnes pas de matière à des malentendus ou à des conflits inutiles. Et surtout, tu montres que tu n'as pas besoin de renverser les autres pour rester debout. Les stoïciens voyaient le contrôle de soi de la langue comme une vertu essentielle. Maîtriser ce que tu dis, c'est maîtriser ton destin, car les mots sont des graines. Ce que tu sèmes avec eux, tôt ou tard, grandit. Fermer la porte au ragot est plus qu'un acte moral. C'est une stratégie pour garder ton esprit concentré, ta réputation intacte et ta paix intérieure en sécurité. 8. Accepte la réalité, pas la fantaisie. Une grande partie de la souffrance humaine ne provient pas de ce qui se passe, mais de ce que nous inventons sur ce qui se passe. Nous croyons que la réalité nous fait mal, mais ce qui nous déchire, ce sont les attentes brisées, les illusions que nous construisons et qui n'ont jamais existé en dehors de notre esprit. Tant que tu continues à lutter contre ce qui est, tu continues à t'épuiser dans une guerre que tu ne pourras jamais gagner. Les stoïciens enseignaient que la sérénité se trouve en s'alignant avec les faits, pas avec les désirs. Marc Aurèle répétait « Aime ce qui t'arrive », car cela a été tissé pour toi par la nature. Cela ne signifie pas que tu dois aimer la douleur ou te résigner à l'injustice.
Cela signifie accepter que le monde est comme il est à cet instant, avec ses pertes, ses imprévus et son imperfection. La fantaisie est confortable parce qu'elle te permet d'imaginer un monde où les choses se passent à ta façon, où cette personne te traite comme tu l'espérais, où le travail est toujours juste, où le temps ne te prend pas ce que tu aimes. Mais ce confort est un mirage. Plus tu te réfugies en lui, plus tu deviens fragile face à la vérité. Accepter la réalité n'est pas se rendre, c'est reprendre le contrôle. Quand tu nies ce qui est devant toi, tu dépenses de l'énergie à lutter contre le vent. Quand tu l'acceptes, même si ça fait mal, tu deviens capable d'agir avec clarté. Le déni est un bandage qui te maintient immobile. L'acceptation est la lumière qui montre le chemin à suivre. Imagine-toi debout face à la mer, essayant d'arrêter les vagues avec tes mains. C'est cela résister à la réalité, épuisant et inutile. Accepter, c'est comprendre que tu ne peux pas arrêter les vagues, mais que tu peux apprendre à nager, construire un bateau ou t'éloigner du rivage. Dans la vie quotidienne, cela signifie voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour le potentiel que tu as imaginé. Cela signifie reconnaître que certaines portes sont fermées et ne pas perdre des années à essayer de les forcer. Cela signifie admettre que certaines opportunités sont passées et que le présent exige de nouvelles stratégies, pas plus de nostalgie. Le silence a un rôle essentiel ici. Accepter en silence évite que tu utilises des mots pour déguiser l'évidence ou pour justifier l'injustifiable. Souvent, nous parlons trop en essayant de convaincre les autres et nous-mêmes que les choses ne sont pas si mauvaises, qu'il y a encore de l'espoir là où il n'y a que des ruines. Garder le silence face à la vérité est un premier pas pour la digérer. Sénèque avertissait que la vie devient plus légère lorsque nous cessons de désirer que le monde obéisse à nos caprices. Il n'y a pas de paix à essayer de changer l'immuable. La paix naît de l'ajustement de notre attitude face à l'inévitable. Accepter la réalité implique aussi de te pardonner pour les illusions que tu as entretenues. Tu n'as pas été faible pour avoir rêvé, tu as été humain. Ce qui compte, c'est de ne pas rester coincé là. Chaque instant passé à désirer un passé différent est un instant volé au futur que tu pourrais construire. La force n'est pas dans le durcissement du cœur, mais dans l'ouverture des yeux. Quand tu décides de voir les choses comme elles sont, tu récupères l'énergie que tu dépensais auparavant à nier l'évidence. Et avec cette énergie, tu peux planifier, t'adapter, avancer. Accepter la réalité, sans fioriture ni fantaisie, est l'acte de courage le plus libérateur qui soit. Ce n'est pas une fin. C'est le point où, enfin, tu arrêtes de fuir la vérité et commences à marcher vers une vie plus légère, plus claire et plus à toi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Arrête de penser que son silence est un mystère romantique. Ce n'est pas le cas. Chaque fois qu'elle se tait, elle dit quelque chose, même si elle n'utilise pas de mots. Le silence d'une femme n'est jamais un hasard. C'est un message, parfois un avertissement et parfois un test qui mesure ton caractère. Si tu l'interprètes mal, tu perdras le contrôle et la dignité. Beaucoup d'hommes réagissent comme si le silence était une attaque. Ils désespèrent, insistent, remplissent le vide avec des appels, des messages et des questions qui les trahissent. Et c'est là l'erreur. Ils ne se rendent pas compte qu'à ces moments-là, ce qui est évalué n'est pas ce qu'ils disent, mais comment ils agissent lorsqu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent. Le silence révèle qui se maîtrise lui-même et qui s'effondre face à l'incertitude. La plupart ne comprennent pas que répondre avec anxiété est donner du pouvoir. Chaque fois que tu poursuis une réponse, tu perds du respect. Chaque fois que tu supplies pour de l'attention, tu perds de l'autorité sur toi-même. Le silence, bien interprété, n'est pas ton ennemi. C'est le test qui sépare les hommes qui se gouvernent de ceux qui se plient à leurs émotions. Cette vidéo est pour ceux qui en ont marre de réagir impulsivement. Nous allons t'apprendre à voir le silence comme un outil stoïcien pour renforcer ton calme, ta discipline et ton respect de toi-même. Si tu apprends à le voir ainsi, tu arrêteras de tomber dans des jeux émotionnels et tu commenceras à agir avec stratégie. Le silence te dira plus que tu ne l'imagines. Ne l'ignore pas, mais ne le poursuis pas non plus.
Apprends à garder ton sang-froid lorsque les autres se taisent. C'est là que ta véritable force se révèle. 1. Lisse le silence comme un signal, pas comme un mystère. L'erreur la plus courante que beaucoup d'hommes commettent est de croire que le silence d'une femme est une énigme impossible à déchiffrer, comme s'il s'agissait d'un code caché qui nécessite des devinettes sans fin. Ce n'est pas le cas. Le silence est une déclaration sans mots. Il est aussi clair qu'un feu rouge a un feu de signalisation. Il te dit quelque chose, mais tu ne l'entendras pas si tu es trop occupé à réagir. Et c'est précisément la première leçon. Arrête de lui chercher un sens romantique ou mystérieux. Commence à le voir pour ce qu'il est, un signal. Imagine que tu marches au milieu d'une forêt et que soudain, tout le bruit des oiseaux et du vent disparaît. Le silence absolu n'est pas une coïncidence. C'est un avertissement que quelque chose a changé et que tu dois être vigilant. Il en va de même dans une relation. Lorsqu'une femme se tait, quelque chose a changé dans sa perception, ses émotions ou son intérêt. Elle peut être déçue, contrariée, confuse ou simplement tester tes limites. Le problème est que beaucoup d'hommes réagissent avec anxiété, essayant de combler ce vide par des messages, des appels et des explications qui ne font que les rendre insécurisés. Un homme qui interprète le silence comme un mystère devient l'esclave de ses pensées. Il se torture en imaginant des scénarios qui n'existent pas et finit par projeter des peurs au lieu de comprendre la réalité. En revanche, un homme qui le voit comme un signal s'arrête, observe et se demande « qu'est-ce que ce silence communique ?» Cette différence entre réagir et analyser est ce qui distingue un homme qui a du self-control. Du point de vue stoïcien, tout message externe, qu'il soit mot, geste ou silence, doit être reçu avec observation et non avec agitation. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais le jugement que nous en faisons. Le silence n'a pas de pouvoir jusqu'à ce que tu lui en donnes en l'interprétant avec peur ou anxiété. C'est pourquoi la première étape est de ne pas laisser le silence te pousser à des conclusions hâtives. Le calme est ta meilleure défense. Quand tu remarques le silence d'une femme, au lieu de réagir impulsivement, pense « ce n'est pas une punition ni un mystère, c'est de l'information ». Elle te montre quelque chose sur son état émotionnel, son intérêt, ses limites, ou même sur ton propre comportement. Peut-être as-tu franchi une limite sans t'en rendre compte. Peut-être attend-elle de voir si tu garderas ta dignité. Ou peut-être gère-t-elle simplement ses propres conflits internes. Quelle que soit la raison, tu ne gagnes rien à perdre ton calme. Un homme qui se respecte utilise le silence pour observer des modèles. Est-ce un silence occasionnel qui résulte d'une mauvaise journée ou est-ce un silence récurrent qui démontre un désintérêt? Est-ce un espace nécessaire pour qu'elle puisse traiter ses émotions ou est-ce une forme de manipulation passive? Chaque réponse nécessite une attitude différente, mais toutes exigent la même base, le self-control. Ce conseil ne consiste pas à ignorer le silence ou à devenir une statue indifférente. Il s'agit d'apprendre à lire ce qui se cache derrière sans devenir l'esclave de tes émotions. Une femme peut se taire pour de nombreuses raisons, mais un homme fort comprend que sa valeur ne dépend pas de cette réaction. Il maintient sa posture, ne poursuit pas et observe. Cette composture est ce qui sépare celui qui réagit comme un adolescent insécurisé de celui qui agit comme un homme conscient de son propre pouvoir. Lorsque tu comprendras que le silence n'est pas un mystère, tu cesseras de le voir comme un vide à combler à tout prix. Tu commenceras à le voir comme une boussole qui indique la direction de la relation et combien tu te valorises toi-même. Si tu apprends à le lire, tu ne perdras plus jamais ton calme face à lui. 2. Arrête la poursuite et garde ton calme. Rien ne détruit plus le respect dans une relation que l'impulsion de poursuivre lorsque quelqu'un s'éloigne en silence. C'est un réflexe qui naît de la peur. Peur de la perdre, peur de ne pas être suffisant, peur d'être exclu de son monde. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ressentent une distance, réagissent comme s'ils perdaient l'air. Ils commencent à la chercher avec des messages, des appels, des explications et des questions désespérées. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette poursuite ne les rapproche pas, elle les éloigne encore plus. La poursuite est l'aveu silencieux que tu as perdu le contrôle de toi-même.
Elle montre que son attention te gouverne, que ta paix dépend de sa réponse. À cet instant, tu cesses d'être un homme qui mène sa propre vie et tu deviens quelqu'un qui suit les miettes d'approbation. Imagine un feu de camp. Si tu essaies de raviver les flammes en soufflant de l'air de manière désespérée, tu finis par l'éteindre. C'est ainsi que fonctionne l'attraction lorsque tu réponds au silence par l'anxiété. Au lieu d'allumer l'intérêt, tu l'éteins. Le calme, en revanche, agit comme l'air juste qui maintient le feu vivant, sans exagération ni emportement. Le stoïcisme enseigne que l'autocontrôle n'est pas seulement contenir des émotions, mais aussi maîtriser les impulsions qui surgissent de l'incertitude. Un homme qui poursuit dit avec chaque geste « Ma valeur dépend de ta réponse ». Un homme qui s'arrête, respire et garde son calme envoie un autre message « Ma paix n'est pas à vendre ». Arrêter la poursuite ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela signifie choisir de ne pas mendier de l'attention, de ne pas perdre sa dignité en essayant d'expliquer ce qui n'a pas besoin d'explication. J'ai montré que ton énergie, ton temps et ton esprit sont trop précieux pour être donnés au jeu de la poursuite. Lorsque tu ressens l'envie d'insister, rappelle-toi ceci. Chaque mot que tu écris avec anxiété, chaque appel que tu fais pour forcer une réponse est une pièce que tu paies avec ton propre respect. Et ce que tu donnes dans la panique revient rarement. Le calme, en revanche, multiplie ta valeur parce qu'il communique quelque chose qui ne peut pas être feint, la sécurité. Le silence d'une femme peut être un test. Souvent, ce qu'elle observe n'est pas ce que tu dis, mais comment tu te comportes lorsque tu n'obtiens pas ce que tu veux. Si tu cèdes à la poursuite, tu confirmes son pouvoir sur toi. Si tu restes serein, tu démontres que ta vie ne tourne pas autour d'une réaction étrangère. Ce principe protège aussi ton esprit. Poursuivre épuise ton énergie, brouille ton jugement et t'enferme dans un cycle de frustration. Le calme te permet d'analyser clairement. Le silence est-il un espace dont elle a besoin pour réfléchir ou est-ce un signe de désintérêt qui exige une distance définitive? Tu ne peux pas répondre à cette question si tu es pris dans le bruit de tes propres impulsions. Pratiquer le calme est une décision consciente. Respire avant de répondre. Plus ta composture est ferme, plus il sera facile de voir la situation clairement et de prendre des décisions basées sur des faits et non sur des émotions débordantes. Au fond, arrêter la poursuite est un acte de respect envers toi-même. C'est la déclaration que ton attention est un privilège et non une ressource que tu mendies pour partager. Une femme peut être intriguée par un homme qui garde son calme, mais elle sera difficilement attirée par quelqu'un qui se désespère au premier signe de silence. Le calme ne récupère pas seulement ton pouvoir, il redéfinit aussi ta position dans la relation. Il montre que tu n'es pas là pour concourir, pour de l'affection, ni pour mendier des miettes d'attention. Tu es là par choix et non par nécessité. Et cette attitude, plus que n'importe quel mot, est celle qui finit par faire la différence. 3. Fais de l'autocontrôle ton plus grand atout. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions est comme un bateau sans gouvernail, à la merci de chaque vague, incapable de choisir sa direction. Dans les relations, ces vagues se présentent sous forme de silence inattendu, de messages qui restent sans réponse, de changements d'humeur inexpliqués. Celui qui n'a pas d'autocontrôle coule en quelques secondes. Celui qui le cultive avance sans dévier, même dans des mers agitées. L'autocontrôle ne consiste pas à réprimer ce que tu ressens, mais à apprendre à gouverner tes émotions avant qu'elles ne te gouvernent. La plupart des hommes manquent ce point clé. Ils pensent que le contrôle consiste à feindre l'indifférence, à masquer la peur par l'indifférence. Mais le véritable contrôle n'est pas d'agir comme si rien ne t'importait. C'est de tenir à quelque chose, et pourtant de choisir de ne pas réagir impulsivement. Quand une femme se tait, il est normal de ressentir un nœud dans l'estomac, un mélange d'anxiété et de doute qui pousse à chercher des réponses immédiates. Ce nœud est inévitable. Ce qui est sous ton contrôle, c'est ce que tu décides de faire avec. Tu peux le laisser te pousser à dire des mots que tu regretteras plus tard, ou tu peux l'utiliser comme un signal pour t'arrêter, respirer et observer. Cette capacité à faire une pause avant de réagir est ce qui sépare les hommes qui se respectent de ceux qui abandonnent leur pouvoir à l'émotion du moment.
Du point de vue stoïcien, tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ne font pas. La seule chose que tu possèdes est ta réponse. Marc Aurèle a écrit que si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas le fait en soi qui te blesse, mais le jugement que tu portes sur lui. Le silence de quelqu'un n'a pas le pouvoir de te désarmer, à moins que tu ne décides de le voir comme une menace. Imagine que tu es dans une pièce sombre et que tu entends un bruit. Si tu paniques, tout devient plus terrifiant qu'il ne l'est réellement. Mais si tu allumes la lumière, tu découvres que ce n'était que le vent qui faisait bouger une porte. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Lorsque tu réagis sans réfléchir, tout semble plus grand et plus dangereux. Lorsque tu allumes la lumière de la raison, la situation perd son pouvoir sur toi. Un homme avec de l'autocontrôle n'a pas besoin d'élever la voix, de lancer des reproches ou d'exiger des explications. Son calme parle pour lui. Il projette de la sécurité même au milieu de l'incertitude. Et cette sécurité non seulement protège sa dignité, mais génère aussi du respect. Peu de choses sont plus attirantes qu'une personne qui ne se laisse pas emporter par le chaos émotionnel des autres. L'autocontrôle t'aide aussi à préserver ton énergie. La perdre dans des explosions émotionnelles est comme gaspiller toute l'eau d'un puits en une seule journée. Il ne reste plus rien pour ce qui compte vraiment. Garder le silence quand c'est nécessaire, reporter une réponse impulsive ou décider de se retirer d'une discussion qui n'en vaut pas la peine sont des actes de force, pas de faiblesse. L'une des pratiques les plus efficaces pour développer cet atout est la réflexion quotidienne. Demande-toi chaque soir: combien de fois aujourd'hui me suis-je laissé emporter par des émotions que j'aurais pu contrôler? Combien de fois suis-je resté calme alors que d'autres essayaient de me provoquer? Cette habitude te permettra de reconnaître des schémas et de les corriger petit à petit, renforçant ton caractère pour quand tu seras confronté à des silences qui cherchent à te déstabiliser. Fais de l'autocontrôle ton bouclier et ton épée. Ton bouclier parce qu'il te protégera de tomber dans les jeux émotionnels des autres. Ton épée parce qu'elle te permettra d'agir avec précision lorsque tu décideras de parler ou d'intervenir. Dans le domaine des relations, le véritable avantage n'est pas à celui qui crie le plus fort, ni à celui qui exige des réponses, mais à celui qui peut garder son calme quand tout invite à le perdre. Si tu parviens à te maîtriser, tu découvriras que le silence cesse d'être un ennemi et devient un allié. 4. Protège ton attention. Ne la donne pas gratuitement. Ton attention est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Mais la plupart des hommes la traitent comme si elle était gratuite, comme si n'importe qui pouvait la revendiquer sans effort. Quand tu fais face au silence d'une femme, il est facile de tomber dans le piège de lui donner toute ton énergie mentale, te demandant à chaque heure ce qu'elle pense, pourquoi elle se tait ou ce que tu devrais faire pour obtenir une réponse. C'est l'erreur qui se paie le plus cher. Transformer ton attention en un tribut offert à celui qui ne le demande même pas. Le silence ne devient une torture que lorsque tu décides de te concentrer dessus plus que nécessaire. C'est comme un écho. Plus tu l'écoutes, plus il semble fort. La clé est de comprendre que ton attention détermine ta paix intérieure. Si tu la concentres sur le vide, laissé par le silence, le vide grandira. Un homme qui ne sait pas protéger son attention finit par s'épuiser, car chaque message non répondu devient une distraction qui lui vole sa productivité, sa tranquillité et sa clarté. C'est là que tu perds bien plus qu'une conversation. Tu perds du temps, tu perds de la concentration, tu perds de l'énergie émotionnelle que tu pourrais investir en toi. Les stoïciens enseignaient que tu ne dois pas mettre ton bonheur entre les mains de ce que tu ne contrôles pas. L'attention fonctionne de la même manière. Tant que tu la donnes à des facteurs externes, l'humeur de quelqu'un, son silence, ses réactions, tu seras prisonnier de celle-ci. En revanche, lorsque tu décides de la protéger et de la diriger vers ce qui dépend de toi, ta discipline, ton travail, ta paix, tu reprends le contrôle que tu n'aurais jamais dû céder. Pense à ton attention comme à un compte bancaire, avec des fonds limités. Chaque minute que tu passes à vérifier ton téléphone, à imaginer des scénarios ou à élaborer des messages que tu n'enverras jamais, c'est de l'argent retiré de ce compte. Vas-tu le gaspiller sur un silence étranger ou vas-tu l'investir dans ton progrès?
Les gens ont tendance à respecter ceux qui ne sont pas facilement distraits, car ils montrent que leurs priorités sont claires. Lorsqu'une femme perçoit que son silence n'altère pas ta routine et ne te fait pas perdre ta concentration, elle commence à le voir différemment. Ce qui semblait être du pouvoir devient un geste inefficace face à ton calme. Mais si elle remarque que son silence consume ta journée, que tu arrêtes ta vie pour une réponse, elle perd du respect et te voit comme quelqu'un qui ne sait pas se gouverner. Protéger ton attention ne signifie pas ignorer la relation ou agir comme si tu ne te souciais pas. Cela signifie que ton temps et ton énergie sont limités et que tu décides consciemment à qui et à quoi tu les donnes. C'est choisir de travailler sur tes objectifs, ta santé, tes projets, plutôt que de rester paralysé face à une pause qui n'a peut-être rien à voir avec toi. Le silence cesse d'avoir du pouvoir lorsque ton attention cesse de le nourrir. Si l'autre se tait, laisse-le faire. Toi, continue d'avancer sur ton chemin. Garde tes habitudes, ta routine et ta concentration intactes. Cette cohérence parle plus fort que n'importe quel mot, car elle montre que tu n'es pas un satellite qui tourne autour de la validation d'autrui. Une bonne pratique est de limiter le temps que tu permets de penser à ce que tu ne contrôles pas. Consacre seulement quelques minutes à réfléchir objectivement à la situation, puis retire ton esprit de là. Chaque fois que tu te surprends à y penser, redirige-le vers quelque chose de productif. Lecture, exercice, travail, apprentissage. Avec le temps, cette habitude renforce ton autodiscipline et réduit l'anxiété causée par le silence. Protéger ton attention est une déclaration silencieuse que tu te valorises. C'est montrer que tu ne vas pas vider ton esprit dans l'incertitude, ni donner ta paix intérieure à quelqu'un qui attend peut-être simplement une réaction. 5. Accepte ce que le silence révèle. Le silence a le pouvoir de montrer des vérités que les mots tentent de cacher. Beaucoup d'hommes ne supportent pas cette révélation parce qu'ils préfèrent un mensonge réconfortant à affronter ce que le silence met en évidence. Mais voici la réalité. Le silence, bien qu'inconfortable, trompe rarement. Il vous montre la place que vous occupez dans les priorités de quelqu'un, la qualité de son intérêt et la sincérité de son affection. Si vous n'apprenez pas à l'accepter, vous finirez par vivre dans une illusion. Imaginez que vous passez des jours à prendre soin d'une plante et que vous remarquez qu'elle cesse de fleurir. Vous pouvez prétendre qu'elle reste en bonne santé parce qu'elle ne se fane pas immédiatement, mais le silence de ses feuilles vous a déjà averti que quelque chose ne va pas. Il en va de même dans les relations. Quand quelqu'un se tait, ce vide n'est pas neutre. Il est le reflet de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense ou de ce qu'il a cessé de ressentir. Le nier ne fait que prolonger l'usure. Accepter ce que le silence révèle est un acte de maturité émotionnelle. Cela signifie que vous arrêtez d'interpréter chaque pause comme un puzzle et commencez à la voir comme une preuve. Si le silence devient fréquent, il est possible qu'il montre une distance émotionnelle. S'il apparaît après un conflit, il peut signaler un ressentiment non exprimé. S'il surgit sans raison apparente, il peut indiquer un désintérêt. Vous ne saurez pas toujours pourquoi, mais le fait en lui-même est déjà une information précieuse. La dynamique a changé. L'erreur de beaucoup d'hommes est de lutter contre cette vérité, en essayant de forcer une réponse qui confirme leurs attentes. Cette recherche les plonge dans des discussions qui n'apportent pas de clarté, seulement de la résistance. Accepter le silence ne signifie pas se résigner ni se contenter. Cela signifie arrêter de se battre avec la réalité. Les stoïciens enseignaient que la plus grande cause de souffrance est de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Plus vite vous acceptez ce que le silence vous montre, moins d'énergie vous gaspillerez à essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Cette acceptation révèle aussi votre caractère. Un homme qui fait face à l'évidence avec calme montre son intégrité. Il n'a pas besoin de se mentir à lui-même ni de créer des excuses pour soutenir l'insoutenable. Il garde sa dignité parce qu'il reconnaît qu'il mérite la clarté, même si cette clarté arrive à travers le vide des mots. Au contraire, celui qui s'accroche à nier la vérité que le silence suggère devient prisonnier de son propre espoir. Pensez au silence comme à un miroir qui vous oblige à voir ce que vous ne voulez pas regarder.
Parfois, il montre que vous avez donné plus que vous n'avez reçu, que l'intérêt n'est pas mutuel ou que la connexion s'est affaiblie. Le reconnaître peut faire mal, mais l'ignorer prolonge le mal. La douleur d'accepter est temporaire. Celle de faire semblant est interminable. Accepter ce que le silence révèle n'est pas un signe de froideur, c'est un pas vers le respect de soi. Si vous découvrez que le silence indique un désintérêt, ne suppliez pas et ne poursuivez pas. Retirez-vous la tête haute. S'il montre que l'autre personne a juste besoin d'espace, ne prenez pas la distance comme une offense. Donnez-lui cet espace sans perdre votre centre. Dans tous les cas, votre réponse doit naître de la compréhension, non du déni. Cette approche vous donne également un pouvoir stratégique. En voyant le silence comme une preuve, vous pouvez décider plus clairement. Vaut-il la peine de continuer à investir de l'énergie ici ou est-il temps de la diriger ailleurs? Les décisions prises, les yeux ouverts, sont toujours plus sages que celles impulsées par le déni. Les hommes qui acceptent la vérité derrière le silence gagnent quelque chose d'inestimable, la paix de l'esprit. Ils ne sont plus tiraillés entre ce qu'ils imaginent et ce qu'ils espèrent. Ils agissent simplement en fonction de ce qu'ils voient. Et cela, dans une relation, vous rend beaucoup plus fort que n'importe quelle réaction émotionnelle. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives. Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres. Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi, le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même, non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque.
Cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie, c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 6. Laisse tomber l'anxiété et agis avec stratégie. Courir après des réponses n'a jamais résolu le silence de personne. Cela ne fait que l'amplifier. L'anxiété te fait croire que chaque seconde sans réponse est une attaque personnelle, alors qu'en réalité, c'est ton propre esprit qui joue contre toi. Tant que tu continues à agir sur cette impulsion, tu perdras en clarté et en dignité. La véritable force émerge lorsque tu apprends à arrêter ce bruit interne et à le remplacer par une stratégie. Le silence, dans son essence, est un terrain neutre. Il ne te blesse ni ne t'humilie de lui-même. C'est toi qui le transformes en ennemi en interprétant chaque pause comme une menace. L'anxiété te fait exagérer chaque geste. Tu lis entre les lignes des messages qui n'existent pas. Tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Tu imagines des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Cette usure émotionnelle non seulement affaiblit ta présence face à l'autre personne, mais érode également ton propre équilibre mental. Pour briser ce cycle, la première décision est simple. Arrête de réagir instantanément. Respire. Fais une pause avant d'écrire et avant d'appeler, avant d'essayer d'expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. Chaque pause consciente est un rappel que ta vie ne s'arrête pas à cause d'un silence étranger. Ce calme, bien qu'il semble passif, est déjà une forme de stratégie. La stratégie consiste à prioriser ton bien-être et ton focus au-dessus de toute attente externe. Si le silence se fait sentir, ne le nourris pas de réactions impulsives. Nourris-toi d'actions qui renforcent ta valeur. Sortir pour t'entraîner, te concentrer sur ton travail, avancer dans tes projets personnels. L'énergie que tu investis à t'inquiéter pour quelqu'un qui ne répond pas est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Du point de vue stoïcien, la plus grande erreur est de permettre à ce qui est incontrôlable, le silence d'un autre, de dicter le cours de ta journée. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sans stratégie, tu te laisses emporter par les émotions des autres. Avec une stratégie, tu utilises chaque situation, même le silence, pour renforcer ton caractère. L'une des clés pour agir avec stratégie est d'observer les modèles sans les juger immédiatement. Demande-toi, le silence se répète-t-il chaque fois qu'un conflit surgit ou seulement lorsqu'il y a des sujets inconfortables? Est-ce une pause qui cherche de l'espace personnel ou est-ce de l'indifférence déguisée? N'essaie pas de deviner à partir de l'anxiété. Analyse à partir du calme et laisse le temps révéler les réponses. Ne confonds pas la stratégie avec la manipulation. Il ne s'agit pas de jeu pour provoquer des réactions, mais d'établir des limites claires et de protéger ta paix. Parfois, la meilleure réponse au silence est le silence lui-même. Non pas comme une punition, mais comme une déclaration que tu n'entreras pas dans des dynamiques qui épuisent ton énergie. Lorsque tu remplaces l'anxiété par la stratégie, tu transformes ta position dans la relation. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit et tu deviens quelqu'un qui décide. Cela se remarque, cela se reflète dans ton langage corporel, dans ton ton de voix et dans ta capacité à garder ton sang-froid, peu importe le comportement de l'autre personne. Tout silence ne mérite pas une réponse, mais tout silence mérite réflexion. Avant d'agir, demande-toi quel message tu envoies avec ta réaction. Montres-tu de la dépendance ou transmets-tu de la force? La stratégie consiste à choisir toujours ce qui te maintient intègre, même si cela implique de te taire ou de te retirer avec élégance. Abandonner l'anxiété et agir avec stratégie,
c'est prendre le contrôle de ta propre narration. C'est montrer que la direction de ta vie n'est pas déterminée par l'attention ou le désintérêt d'une autre personne. Dans cette transition, tu ne récupères pas seulement du pouvoir, tu gagnes aussi du respect, le tien et celui de celui qui observe que ton calme n'est pas une faiblesse, mais une discipline. 7. Transforme le silence en votre filtre de vérité. Le silence a une fonction que peu de gens savent exploiter. Il sépare les paroles vides des intentions réelles. Quand les conversations coulent, n'importe qui peut promettre, justifier, flatter ou même mentir. Mais quand tout s'arrête et qu'il n'y a pas de message, pas d'appel ni d'explication, ce qui reste, c'est la vérité nue. C'est là que le silence devient un filtre qui révèle qui est prêt à rester et qui n'était là que de passage. Beaucoup d'hommes craignent le silence parce qu'ils le voient comme un vide qui menace la relation. En réalité, c'est un outil précieux pour mesurer l'authenticité. Une personne vraiment intéressée n'a pas besoin que vous la poursuiviez pour le montrer. Son intérêt devient évident même au milieu du silence. Au contraire, celui qui n'était là que par habitude ou par commodité disparaît lorsqu'il n'y a pas de stimulation constante. Le problème est que la plupart des gens cherchent des réponses dans les mots, sans comprendre que les mots trompent facilement, mais pas le silence. Un compliment peut être faux, une excuse peut être calculée, une promesse peut être rompue, mais l'absence de communication ment rarement. Si quelqu'un cesse de répondre de manière constante, il montre quelque chose qu'il n'ose pas dire à voix haute. Le stoïcisme enseigne à ne pas résister à la nature des choses et à utiliser chaque situation comme une leçon. Appliqué au silence, cela signifie l'observer sans anxiété, en permettant qu'il agisse comme un tamis qui purifie ce qui n'est pas authentique. Au lieu de voir le silence comme une punition, considérez-le comme un test qui sépare le réel de l'illusoire. Pour en faire votre filtre de vérité, vous devez abandonner l'impulsion de forcer des éclaircissements immédiats. La vérité a besoin d'espace pour se révéler. Si vous arrêtez d'insister, le silence fera son travail. Il montrera qui cherche une communication sincère et qui ne répond que lorsqu'il est poussé. Il est aussi un miroir pour vous. Il révèle votre capacité à tolérer l'incertitude, votre niveau de maîtrise de soi et votre volonté d'accepter ce qui n'est pas dit. Si vous ne pouvez pas supporter le silence sans vous effondrer, vous n'êtes pas prêt pour une relation équilibrée. Vous cherchez un refuge émotionnel, pas une connexion authentique. Le silence expose les priorités. Si quelqu'un est intéressé, il trouvera un moyen de se rapprocher tôt ou tard. S'il ne le fait pas, vous n'avez pas besoin de plus d'explications. Ce n'est pas de la froideur, c'est accepter que l'attention volontaire est le seul intérêt qui vaille la peine. En utilisant le silence comme filtre, vous apprenez à économiser de l'énergie émotionnelle. Vous ne dépenserez plus d'efforts à essayer de convaincre quelqu'un de rester ou à mendier des explications. Vous laisserez le temps et le vide des mots révéler ce que vous devez savoir. Et le meilleur, c'est que pendant que vous attendez, vous ne cessez pas de vivre, de travailler et d'avancer. Le silence, bien compris, n'est pas un obstacle, c'est un guide. Il vous libère des illusions créées par les beaux discours et vous montre ce qui compte vraiment, l'action derrière les mots. Lorsque vous l'acceptez comme un allié, vous découvrez qu'il n'y a pas de filtre plus clair pour voir la vérité. Oui, accueillez-la sans perdre de fermeté. Accepter le retour de quelqu'un après un long silence est une épreuve de caractère. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils reçoivent un message ou un signe d'attention après des jours d'absence, réagissent avec euphorie comme s'ils attendaient un sauvetage. Cet enthousiasme démesuré ne révèle pas seulement une dépendance, il efface également immédiatement le respect qu'ils avaient réussi à retrouver avec leur calme. Il ne suffit pas de rester ferme pendant le silence. La véritable force se démontre au moment où cette personne décide de réapparaître. L'accueillir ne signifie pas ouvrir les bras comme si rien ne s'était passé. Cela signifie écouter sans perdre votre centre, montrer de l'ouverture sans renoncer à votre dignité. C'est maintenir le même équilibre que vous avez soutenu en son absence. Ni ressentiment qui cherche à punir, ni soumission qui implore l'approbation. Ce que vous projetez à cet instant en dit plus sur vous que sur elle.
La fermeté ne doit pas être confondue avec la froideur. Il s'agit d'établir, par votre attitude, que votre valeur n'a pas diminué pendant le silence. Si elle revient avec des explications ou de l'affection, acceptez-le avec sérénité, sans drame ni sarcasme qui alimentent un conflit inutile. Si elle revient avec des doutes ou des intentions à moitié, laissez vos limites être claires. Vous êtes prêt à discuter, mais pas à participer à des cycles de jeux émotionnels. Les stoïciens croyaient que la réponse correcte ne devait pas surgir de l'impulsion, mais de la raison. Appliqué aux relations, cela signifie que vous ne réagissez pas avec des explosions d'émotions, mais avec cohérence. Garder la fermeté en l'accueillant, c'est montrer que votre calme ne dépendait pas de sa présence, que vous n'avez pas vécu en suspens en attendant sa validation. Cette sécurité est ce qui frappe le plus et suscite le respect. Pensez à ceci. Un arbre qui a résisté à une tempête n'a pas besoin de s'incliner lorsque le soleil revient. Sa force reste intacte, et c'est précisément pour cela qu'il reste debout. Votre posture doit être la même, pas rigide ni inflexible, mais ferme et enracinée dans votre propre valeur. Quand quelqu'un revient après s'être tu, il mesure aussi votre réaction. S'il perçoit que la porte reste ouverte sans condition, il peut répéter le même schéma de silence chaque fois qu'il le souhaite. Mais s'il remarque que vous l'accueillez avec cordialité et, en même temps, avec des limites claires, il comprendra que le respect est une partie fondamentale de la dynamique. L'accueillir sans perdre de fermeté n'est pas un jeu de fierté, c'est un acte d'auto-soin. C'est le rappel silencieux que vous n'allez pas permettre que les hauts et les bas émotionnels d'une autre personne déstabilisent votre vie. C'est aussi une opportunité pour établir un nouveau point de départ, plus honnête et équilibré, où tous deux savent que le respect n'est pas négociable. Dans les relations, la façon dont vous accueillez quelqu'un après le silence définit si ce lien grandit ou s'use. Si vous répondez avec calme, ouverture et fermeté, vous montrez clairement que votre dignité reste intacte. Et c'est le genre de présence qui non seulement gagne du respect, mais qui transforme également la façon dont l'autre vous apprécie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous,